Allez, c'est parti pour cette nouvelle explication visuelle. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de maîtriser le concept de science sur le bout des doigts pour cartonner le jour de l'épreuve de philosophie. On va faire équipe pour décortiquer ce concept qui est franchement fascinant et transformer des idées parfois un peu complexes en connaissances en béton pour le baccalauréat. Au menu, on a un plan super logique. 1. L'exigence de l'objectivité. 2. L'expérience contre la raison. 3. Les obstacles épistémologiques. 4. Valider une théorie. Et 5. La science et le réel. En fait, c'est une structure complètement pensée pour calquer le plan parfait d'une dissertation dialectique. Première partie donc, l'exigence de l'objectivité. C'est la base absolue. Avant même de lancer un grand débat, il faut savoir ce qui sépare à la vraie science d'une simple opinion de tous les jours. Et ce fondement, c'est l'objectivité. Le psychologue Jean Piaget parlait d'un double mouvement de décentration. En gros, on doit jeter par la fenêtre nos sentiments personnels et nos petites sensations pour devenir ce qu'il appelle un pur sujet épistémique. Concrètement, si on étudie de l'eau en cours de chimie, on oublie complètement qu'elle est désaltérante ou fraîche, on s'en fiche, on se concentre uniquement sur ses molécules, H2O. Et c'est exactement ce dépouillement total qui nous permet ensuite de formuler des lois vraiment universelles. Pour couronner cette idée, il y a une citation de Georges Canguilhem qui est tout simplement parfaite à glisser dans une copie. Il dit « Le fait n'est pas ce dont la science est faite, mais ce que fait la science en se faisant ». C'est profond, non? Ça veut dire que le scientifique ne se promène pas tranquillement dans la nature en ramassant des faits tout près, un peu comme on ramasserait des coquillages sur la plage. Non, la science construit activement ses propres faits grâce à ses méthodes et ses expériences. Le fait est fabriqué par la démarche elle-même. On passe à la partie 2, l'expérience contre la raison. C'est là que le vrai gros débat épistémologique démarre. D'où viennent vraiment ces fameux faits qu'on construit? Ce qui est génial ici, c'est ce choc frontal entre deux visions philosophiques. D'un côté, on a l'empirisme de John Locke. Pour lui, à la naissance, l'esprit est une table rase, une feuille totalement blanche, et tout notre savoir vient uniquement de l'expérience. Et de l'autre côté, face à lui, il y a Emmanuel Kant et son rationalisme. Kant nous dit qu'attendez, l'expérience toute seule, ça ne suffit pas. Notre cerveau est déjà équipé de structures a priori qui viennent trier et interpréter la réalité. Sans la raison pour lui donner du sens, l'expérience brute serait complètement aveugle. Et du coup, pour bien piger la méthode de l'empirisme, il faut absolument avoir un mot de vocabulaire en tête, l'induction. C'est le processus qui consiste à tirer une loi générale et universelle à partir d'un tas d'observations spécifiques et individuelles. Sauf que se reposer à 100% sur l'expérience pour créer une loi universelle, c'est un piège logique monumental. Prenons le fameux exemple des signes. Imaginons qu'on observe des centaines, voire des milliers de signes blancs à travers le monde. Par induction, on se dit très logiquement, tous les signes sont blancs. La loi a l'air super solide, pas vrai? Sauf que le jour où l'on tombe sur un seul, un unique signe noir, toute notre belle théorie s'effondre d'un coup. Ça prouve que l'empirisme pur, basé uniquement sur la répétition, ne garantira jamais une vérité absolue. La porte est toujours ouverte à une petite exception. Ce qui nous amène à la partie 3, les obstacles épistémologiques. Bachelard entre en scène. Vu que l'expérience brute est assez trompeuse, comment l'esprit scientifique est-il censé réagir? C'est là qu'intervient le concept clé de Gaston Bachelard, la rupture épistémologique. Pour lui, la science ne doit surtout pas suivre notre bon sens. Au contraire, elle exige une espèce de purification, une vraie catharsis. Pour penser en scientifique, il faut s'arracher violemment à notre perception immédiate du monde. Bref, on ne fait pas de la science au feeling. La position de Bachelard, elle est super radicale, mais tellement importante. Il affirme que l'opinion pense mal. D'ailleurs, elle ne pense pas. Elle traduit des besoins en connaissances. Il faut d'abord la détruire. Boum. C'est clair et net. L'opinion commune, c'est le pire ennemi de la science, parce qu'elle cherche ce qui est utile et non pas ce qui est vrai. La toute première étape d'une démarche scientifique, ce n'est donc pas de construire, c'est littéralement de détruire. Et Bachelard identifie très précisément 3 de ses ennemis internes, ce qu'il appelle les fameux obstacles épistémologiques. Ce sont 3 points à mémoriser de toute urgence pour blinder une argumentation. 1. L'anthropomorphisme, c'est notre manie de projeter des émotions ou des traits humains sur la nature. 2. L'empirisme naïf, c'est croire que l'apparence visuelle des choses reflète leur vraie nature. Et 3. L'obstacle linguistique, c'est utiliser des métaphores ou des images un peu vagues au lieu de définir de vrais concepts rigoureux. S'en débarrasser, c'est une nécessité absolue. Partie 4. Valider une théorie. Une fois qu'on a détruit ces fameux obstacles et qu'on a bâti une théorie solide, comment on fait pour prouver qu'elle tient vraiment la route? C'est le philosophe Karl Popper qui débarque avec une idée géniale, la falsificabilité. C'est extrêmement contre-intuitif. Popper explique qu'une thèse est scientifique, non pas si elle est vérifiable à l'infini, mais si elle peut être testée et potentiellement réfutée, c'est-à-dire prouvée fausse par des expériences. Si une théorie est totalement intouchable et qu'aucune expérience ne peut la contredire, ce n'est pas de la science, c'est un dogme.
Ça montre bien ce qu'est la véritable rigueur scientifique. Popper dit « Toute mise à l'épreuve véritable d'une théorie par des tests constitue une tentative pour en démontrer la fausseté ou pour la réfuter. » En clair, le scientifique dans son labo, il ne cherche pas à chouchouter et à confirmer gentiment son hypothèse, il tape dessus à bras raccourcis pour essayer de la casser. Le chercheur traque la moindre faille. S'il n'y arrive pas, et si la théorie résiste à ses attaques, alors on la considère comme valide, du moins provisoirement. Et enfin, la cinquième et dernière partie, la science et le réel. C'est le moment de la grande synthèse, parfait pour clore une dissertation. Est-ce que la science atteint vraiment la réalité ultime de l'univers ? Si on regarde la physique classique de Newton, c'était super rassurant. La gravité, la mécanique, c'était des lois déterministes à notre échelle macroscopique. Mais ensuite, l'arrivée de la physique quantique et des expériences de Thomas Young a tout chamboulé. Dans l'infiniment petit, tout devient probabiliste, étrange, et le monde ne respecte plus du tout notre bon sens habituel. La découverte la plus sidérante là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'effet de l'observateur. Dans le monde quantique, si on observe attentivement des particules, elles agissent de façon très prévisible, comme de la matière. Mais si on détourne le regard, si on arrête de mesurer, elles se comportent soudainement comme des ondes. C'est complètement dingue. Ça implique que le simple fait d'observer modifie littéralement le comportement de ce qu'on étudie. Le monde n'est donc pas juste un théâtre qui tourne sans nous. Et ça nous amène en plein dans le fameux principe d'incertitude de Heisenberg. Il a théorisé que l'outil même qu'on utilise pour scruter la matière vient inévitablement en modifier l'état. Le microscope, les lasers, tout notre dispositif expérimental perturbe la réalité. Donc, la réalité que la science nous décrit, elle est toujours en partie fabriquée par notre façon de l'observer. Le réel pur et dur, en dehors du laboratoire, on n'y a peut-être jamais accès. Voilà pour le tour d'horizon de cette notion complexe. L'essentiel, c'est de bien sécuriser tous ces mots-clés dans son esprit pour le jour de l'examen. On parle d'expérimentation, d'induction, d'hypothèse, de falsificabilité, et surtout, il faut lier chaque terme à son auteur, Locke, Kant, Bachelard ou Popper. C'est exactement ce genre de précision qui transforme une copie moyenne en une excellente copie de philosophie. Et pour terminer sur une belle ouverture, si la science est obligée de construire activement ses faits, et si à l'échelle quantique notre propre regard vient modifier la matière elle-même, est-ce que la science pourra jamais prétendre atteindre la vérité absolue du monde ? Ou bien est-ce qu'elle nous offre simplement une incroyable boîte à outils, le meilleur modèle possible pour interagir avec le réel ? Franchement, c'est la question idéale pour conclure une dissertation. Un immense merci d'avoir suivi cette explication visuelle, d'excellentes révisions à toutes et à tous, et on n'oublie jamais de cultiver son esprit critique.